gros cils a été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale pour des projets de recherche sur la guerre biologique. Donc, ces projets de recherche, ils sont étroitement associés à Frederick Banting, qui est un médecin qui, durant la Première Guerre mondiale, avait soigné des soldats qui avaient été parmi les premières victimes des armes de guerre chimiques des Allemands. Les gaz. Les gaz chimiques. Et ça l'avait profondément marqué. C'était une expérience vraiment terrifiante pour les soldats à l'époque. Et plus tard, dans sa carrière, il va devenir très connu. Il va obtenir un prix Nobel pour sa découverte de l'insuline. Et vers la fin des années 30, le général Mick Nocton, qui est responsable du Conseil national de recherche du Canada, va faire appel à lui pour obtenir des conseils scientifiques pour préparer le Canada à la Seconde Guerre mondiale. Et Banting, compte tenu de son expérience de la guerre chimique, était convaincu non seulement que les Allemands allaient utiliser des armes chimiques, parce qu'ils l'avaient fait pendant la Première. C'est eux qui avaient introduit ces bombes-là, ces armes-là, mais il était aussi convaincu qu'ils allaient utiliser des armes biologiques. Donc, il s'est dit, il faut qu'on en fabrique nous aussi. Oui. Et ça va être ici. Ils vont venir s'installer ici à Gros-Île. Pourquoi ils n'ont pas fait ça en Grande-Bretagne, d'ailleurs? Il y a eu de la recherche qui s'est faite en Grande-Bretagne, de la recherche sur l'anthrax, mais les Britanniques étaient à la recherche d'un endroit plus isolé, où c'était moins dangereux, qu'il y ait moins de risque de propagation des bactéries, des virus qui allaient être développés. Il y avait eu une première expérience sur l'île de Grenard, en Écosse, mais l'anthrax s'était répandu un peu sur la côte. Alors, on avait besoin d'un endroit pour produire de façon massive l'anthrax, c'est-à-dire le bacille du charbon en français, pour fabriquer ces bombes. Pour produire des agents pathogènes mortels, évidemment, ça prend un équipement qui est fiable. Celui-là, il n'était pas tout à fait. Oui, puis hermétique autant que possible. Oui, ce qui n'était pas le cas avec ça. C'est ça. Vous voyez que c'est une grande porte. Alors, quand on ouvrait la porte, il y avait toujours un risque que des mouches ou d'autres insectes entrent à l'intérieur, posent leurs pattes sur les plateaux d'anthrax et après ça, ils pouvaient voler et aller poser sur votre nourriture, la cantine qui n'était pas très loin. Alors, il y avait ce risque-là qui était toujours omniprésent. Anthrax is very difficult to deal with in production in terms of how you prevent infection. Because at Grosse-Île, there were at least 10 of the workers who had either skin infection or the worst being lung infection. Ils ont été envoyés à Québec, ils ont été hospitalisés, ils ont été soignés en grand secret. On peut développer la maladie cutanée. Donc, dans le cas des bombes, ce qu'on recherchait, c'était des spores d'anthrax. Donc, on peut respirer. Et là, ça va vite se loger dans les poumons et ça peut tuer un humain en quelques heures, quelques jours. C'est très virulent. Et l'intérêt de cette bactérie-là, c'est que, contrairement peut-être à d'autres agents pathogènes, c'est qu'elle peut survivre à une bombe. On peut la mettre dans une bombe et il y a de bonnes chances qu'on peut la larguer. Elle résiste un peu plus que d'autres agents pathogènes, disons. Donc, c'était une arme plus intéressante pour les militaires. L'objectif, c'était effectivement de produire environ 1500 bombes. On disait des bombes N, là, N pour anthrax, donc 1500 bombes N par semaine. Dans les faits, on n'a jamais réussi à faire ça parce qu'il y avait toutes sortes de problèmes techniques, sanitaires aussi, les mouches. Mais c'était l'objectif, parce qu'on voulait se préparer en cas d'une attaque. Both the British, but particularly the Americans, were considering that anthrax bombs could be a winning weapon. By May 1944, they had produced 300 liters of weaponized anthrax volume strain. At that stage, the largest supply in the world.